Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce Vinekeep 2023, ce salon professionnel où il y a plus de 300 exposants. On voulait faire une conférence ce matin avec différents partenaires, dont Vinekeep et la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, que je remercie, sur l'adaptation au changement climatique. Alors on va essayer d'être dans le concret, on va pas revenir sur un petit peu les grands chiffres du GIEC, de la COP, des accords de Paris ou des choses comme ça. On va vraiment focaliser sur tout ce qui est vigne, vin. J'ai la chance d'avoir à mes côtés plein d'invités qu'il va falloir interroger et puis torturer, n'hésitez pas. Juste à ma gauche, Louis Poitou, vigneron dans le Chablisien, qui devait venir avec un collègue, Jean-François Bordet, mais qui s'est excusé, mais qui est remplacé donc par le directeur de la Fédération des CUMA de Bourgogne-Franche-Comté, Jean-Philippe Rousseau. À côté, j'ai Émilie Adouard de l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin, qui est chargé de mission spécialiste des évaluations carbone, environnementales même, qui nous parlera un petit peu des logiciels pour servir un petit peu sur le pôle Bourgogne, Beaujolais, Jura, Savoie, qui est basé à Villefranche. Je continue avec Juliette Sarrazin, alors chef de projet carbone aussi, mais en fait c'est plus large, c'est au BVB, elle va nous parler un petit peu de l'objectif Climat 2035 qui a un plan pour viser la neutralité carbone. Donc collectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Au milieu, Claude Perrault, responsable des domaines assurance récolte à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, un petit peu qui va nous dire si ça augmente les aléas et les sinistres. Je pense que les dernières années n'ont pas dû être rigolotes pour personne. Et donc à côté, Thomas Canonnier, qui a donc une doudoune bien marquée à l'effigie de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, qui est technicien service vigne et vin, mais surtout spécialiste des questions autour du changement climatique. Bon, tout le monde, on est dans un salon professionnel, tout le monde sait que ces dernières années, ça n'a pas été rigolo entre les sécheresses, canicules, inondations et puis surtout le gel de 2021. Donc je vais me tourner un petit peu tout de suite vers un vigneron pour savoir comment ça va après tant d'années. Est-ce que dans le Chablisien, vous avez subi beaucoup de pertes et est-ce que du coup, comment vous vous adaptez pour lutter notamment contre le gel historiquement? Alors effectivement, dans le Chablisien a un historique de gel de printemps, on va dire malheureusement, qui est très réel. On a eu aussi, il n'y a pas que le gel, hein, on a eu pas mal des phénomènes de grillure sur 19-20 par exemple, que l'on ne connaissait pas auparavant. Donc on a vraiment ressenti ce réchauffement. Et par contre, je reviens sur le gel. On a toujours eu effectivement cet historique de se bagarrer contre les coups de froid. Et d'ailleurs aussi de travailler beaucoup en CUMA. Est-ce qu'on aborde déjà ce sujet? Et oui, voilà, la première chose, c'est historiquement, vous étiez connu dans le Chablisien pour mettre en place des systèmes d'aspersion. Est-ce que vous le mettez en place sur votre secteur? Alors personnellement, non, je n'ai pas de vignes qui sont sur une zone d'appellation, enfin une zone où il y a de l'aspersion. Les zones où il y a de l'aspersion sont quand même des zones très limitées et il faut déjà avoir de l'eau. Donc ça, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas sur les plateaux, il faut vraiment être au bord de rivière ou vers le lac. Il y a un lac qui a été construit à Benne, c'était dans le début des années 80. Donc il faut avoir des parcelles qui soient dans ce quartier-là. L'historique, oui, dans les années fin 70, début 80, déjà s'installaient des grosses zones d'aspersion, des zones qui se font de façon collective, parce que à Chablis comme en Bourgogne, on a vraiment un territoire morcelé. Je ne connais pas de vignerons qui ont des 10, 20, 30 hectares dans le tenant qui pourraient s'autoprotéger. Donc quand vous investissez sur de la protection gel, surtout pour de l'aspersion, il faut absolument être en coopérative. Là. Et du coup, ça coûte combien globalement à peu près une protection à l'hectare à l'aspersion pour savoir si dans le Mâconnais on peut créer des bassines? Parce que c'est un autre sujet. Bon, alors ça c'est un autre sujet et on va pas créer des bassines pour ce truc-là. Mais non, je vais pas pouvoir vous renseigner sur le prix de l'hectare parce que en fait ce sont des investissements qui se sont faits il y a très très longtemps, qui régulièrement sont renouvelés. Mais une fois que l'investissement est fait, c'est vrai que le coût est très faible. Le coût est très faible. Effectivement, il faut nourrir les moteurs gasoil.
bon, c'est que des moteurs gasoil, c'est pas une grosse consommation, et l'efficacité est vraiment extraordinaire. Il y a des limites à la protection à l'aspersion. Ça va plutôt être des froids très violents, comme on l'a eu en 2003, ou des retards, des erreurs de manipulation, des retards au démarrage ou des choses comme ça peut arriver, ou une panne, une fuite, un tuyau qui va éclater en plein milieu de la nuit. Une fois que la vigne est aspergée, là, à moins 1 degré, elle gèle. Hein, c'est très fragile. Donc il ne faut surtout pas arrêter la protection. Et puis ensuite, la limite, c'est... j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, non, mais c'est. Du coup, après cette fameuse Cuma là, qui a été relancée, vous travaillez maintenant aussi sur les câbles chauffants. C'est quand même plus non plus exactement la même technologie. Alors la Cuma, là je vais vous parler principalement du village de Maligny où on est maintenant, je pense, sur ce village à peu près à 80-90% de protégés par différents systèmes. On a parlé de l'aspersion qui doit faire à peu près 80 hectares, qui date de longue date. Et puis maintenant on a créé cette même Cuma qui s'appelle la Cuma de Folle Pensée, a créé une section qui s'occupe des câbles chauffants. Câbles chauffants, on a fait 13 hectares. On est combien d'adhérents là-dedans? On est 13 adhérents sur les 13 hectares et on s'est branché directement sur le réseau EDF. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, vu le coût du kilowatt cette année, mais en tout cas, ça nous laisse une souplesse et c'est très facile à mettre en place. Alors, c'est un investissement important et on a créé aussi d'autres CUMA pour de la protection avec des tours antigel, par contre, cette fois. Alors, juste pour savoir quand même, avant les câbles chauffants, est-ce que vous avez une idée de coût à l'hectare? Alors, le coût à l'hectare sur les câbles chauffants, on en arrive à peu près à 43 000 euros par hectare à l'installation. Après, donc c'est fait en CUMA. Chacun paye sa proportion et après il y a le coût de l'électricité qui va venir dessus. Le câble chauffant, il faut vraiment, je pense, le garder sur des appellations un petit peu prestigieuses ou en tout cas valorisées parce que entre le coût à l'hectare plus d'installation plus la consommation, en entretien, il n'y en a pas, hein, c'est quasiment rien. On est quand même aux alentours des 4 000 euros par hectare et par an, quoi, dans ces eaux-là. Je diffuse en même temps les photos que vous m'avez fait passer là sur l'installation. Alors oui, là c'est on a choisi d'ailleurs, petite précision, on a choisi de faire ce bas de coteaux avec les fils chauffants parce qu'on est juste à proximité du village. Et l'intérêt, c'était aussi d'éloigner les tours antigel parce que mine de rien, ça fait quand même un petit peu de bruit. Donc on a préféré les câbles chauffants sur cette section-là et mettre des tours antigel un petit peu plus loin. Et effectivement, là c'est sur 600 mètres de long, mettre des tuyaux comme ça. Ça faisait un petit peu pharaonique comme chantier, mais ça s'est très bien passé et tout le monde était très motivé et voilà, le résultat est là. Et donc du coup, ainsi, vous avez pu éviter de mettre des éoliennes, entre guillemets, parce que vous vouliez protéger votre voisinage du bruit notamment? Oui, du bruit notamment, mais on voulait aussi les protéger des fumées, parce que bien évidemment tout ce secteur-là était auparavant protégé avec des bougies. Donc le village est dans le sens du vent. Je vous garantis qu'il y a des matins, ça devait être un peu compliqué dans le village, hein. Rien que pour les fumées, mais aussi les odeurs. Et alors du coup, pour ce projet d'éoliennes, c'est un projet collectif à nouveau, et combien il y a d'éoliennes Alors, quelle est la topographie des lieux? Une éolienne est donnée par le fabricant pour protéger entre 6 et 7 hectares. On a décidé de concentrer un petit peu plus cette zone et en gros, on est à 4 hectares et demi par éolienne. On en a implanté pour couvrir 220-230 hectares. En fait, il y a une cinquantaine d'éoliennes qui ont été mises en place avec un système de chauffage au granulé de bois. Au départ, on pensait mettre au gaz et les tests qui ont été faits à l'usine ont montré qu'il fallait des capacités de gaz pour chauffer correctement tellement importantes que c'était impossible de trouver même le livreur qui allait pouvoir nous alimenter les chaudières gaz. Donc le choix s'est porté sur les pellets de bois. Voilà, on chauffe avec ces chaudières-là.
Donc il y a une réserve de pelés qui doit pouvoir tenir la nuit. Il faut juste les réalimenter pour la veille du risque de gelée nouveau. Vous êtes combien du coup dans ce projet ? On est 25 adhérents sur 4 CUMA. En fait, on a créé 4 CUMA pour tout ce projet, pour pouvoir répartir en fonction des différentes zones. On a un président de par CUMA qui va donner des instructions pour allumer tel et tel tour antigel, etc. Et puis, il y a aussi le nerf de la guerre qui est qu'en CUMA, vous avez une limite de subvention. Donc, c'est pas là, on avait un projet quand même de peu plus de 3 millions d'euros. On est vite limité par France Agrimaire et la région. Donc, il a fallu faire plusieurs CUMA aussi pour essayer de profiter un petit peu plus de ces subventions et nous aider dans ce sens-là. Justement, Jean-Philippe, quels sont les intérêts, les avantages, les inconvénients à faire ça en CUMA ? Bonjour à tous. Les inconvénients, il n'y en a pas. Si. Non, plus sérieusement, quand on raisonne lutte contre les aléas climatiques, que ce soit ou préservation de l'environnement, que ce soit pour diminuer la pollution de l'eau, que ce soit pour lutter contre l'érosion, parce que dans le Mâconnais, il y a déjà eu des projets collectifs de ce type-là, ou que ce soit là, la lutte contre le gel. Je veux dire, si on veut avoir un vrai impact sur un territoire donné, compte tenu de la dispersion des parcelles des viticulteurs, compte tenu de l'exposition des vignes, des coteaux, etc., si on ne raisonne pas collectivement, je veux dire, on ne peut pas avoir un impact important, quoi, voilà, compte tenu de la disposition de la topographie des lieux. Voilà. Alors après, le législateur, je veux dire, est toujours sensible à essayer d'inciter davantage des projets collectifs portés par des CUMA, etc. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a un dispositif aléa climatique par France Agrimaire. C'est clair que le taux de base de subvention, c'est de 40%. Quand on est en collectif, en CUMA, on a 10% de plus, on a 50%. Et puis les plafonds, même s'ils ne sont pas encore hyper importants, ils sont relevés à 150 000 de dépenses, je crois, pas pour un même projet, quoi. Voilà, pour un projet collectif. Donc c'est des taux et des niveaux qui sont beaucoup plus importants qu'en individuel. Alors les limites ou les écueils, je veux dire, ce qui est évident, c'est qu'un projet collectif, ça doit se gérer collectivement. Donc il faut qu'il y ait des viticulteurs localement qui soient investis aussi bien pour le suivi, la gestion courante, que pour le suivi des installations, que pour le réappro en granulé, par exemple, pour les chaudières. Enfin voilà, pour donner un tout petit exemple concret. Voilà, donc c'est une condition pour que ça marche, quoi. Avoir des viticulteurs qui soient tous investis. Et puis secondo, il faut aussi faire attention et en capacité de convaincre l'ensemble des viticulteurs exploitant sur un bassin versant. Une CUMA, c'est pas une ASA, c'est pas une structure d'intérêt public, ou en tout cas pas dans le sens réglementaire du terme. Donc forcément, il faut être légitime et arriver à convaincre l'ensemble des viticulteurs concernés sur le bassin pour que l'impact soit maximal, quoi. Voilà. Mais ça, c'est des projets comme ça, je veux dire, il y en a déjà eu. Si c'est pas pour la lutte contre le gel, c'est pour d'autres raisons. Vous avez réussi à convaincre tout le monde, entre guillemets. On sait que le vignoble bourguignon et chablisien est morcelé. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui a dit moi finalement je vais être protégé au milieu, donc je j'adhère pas à la CUMA? Alors pour le fil chauffant, on a quand même des investissements qui étaient très importants. Il fallait absolument que tout le monde soit d'accord. Donc finalement, l'un et l'autre, ça s'est très bien fait. Pour ce qui est des tours antigel, on s'est retrouvé avec des surfaces, donc 220 hectares, c'est quand même énorme. Et il a fallu faire comprendre à tout le monde que c'était un intérêt collectif. Et finalement, l'intérêt de la tour antigel, c'est qu'on a un coût à l'hectare qui est quand même bien inférieur. Finalement, on se retrouve avec autour de 1200, entre 1000 et 1500, on va dire, par hectare, suivant si on consomme beaucoup, s'il y a des entretiens, des choses comme ça. Donc là, c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Finalement, on craignait avoir des difficultés à convaincre des petits propriétaires qui avaient par exemple 20 arts. Mais ils ont vite compris que finalement, avec 20 arts, si ça leur coûte 400 € par an, c'est peut-être pas catastrophique. Et finalement, les présidents de CUMA sont tous allés voir un petit peu les propriétaires ou les exploitants, et ça s'est très très bien passé. Ça soude tout le monde en fait. Finalement, ils se sont tous dit, oui, pour 200, 300, 400 €, moi je protège ma vigne, j'ai rien à faire, en plus c'est les autres qui le font pour moi. Donc finalement, c'était pas plus mal.
Thomas, est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres systèmes de protection contre le gel, hein, pour le moment, on est sur le gel. Est-ce qu'il y a d'autres projets, par exemple à Chintré ou ailleurs? Alors oui, bonjour. Donc, pour me présenter rapidement, Thomas Canonnier, je travaille à la Chambre d'agriculture et au Vinipôle. Et à ce titre, j'accompagne les viticulteurs et vignerons de Saône-et-Loire sur des thématiques liées au changement climatique et en particulier sur les aléas, dont le gel. Petite parenthèse, hier, on a eu moins 4 degrés à Bouzeron, moins 3,8 en côte chalonnaise. On a eu moins 4 aussi à Ruy. Et dans le secteur, à Fuissé, on a sur des zones de tombant, on était à moins 3,7. Donc Vinekeep, ça fait plusieurs années, ça fait la deuxième année que c'est cette période-là, et on se rend compte que tous les ans, maintenant, on a des phénomènes de gel en sortie d'hiver assez mauvais. Donc on est passé entre les gouttes hier, et prochain épisode a priori annoncé la semaine prochaine, avec une rebaisse de température à moins 2 degrés. Merci donc, Thomas. Voilà, donc ça c'est... Merci. Voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, cette inquiétude et ce constat qu'on gèle tous les ans maintenant fait que des vignerons dans la zone commencent à s'interroger, à mettre en place sur le modèle qui a été fait dans le Chablisien, de la lutte collective. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a le matériel qu'on va mettre en place et le collectif derrière. Aujourd'hui, on commence, donc on voit émerger dans certaines zones, en particulier en Sud-Mâconnais et en Nord-Mâconnais, des groupes, des collectifs de viticulteurs qui commencent à s'interroger, qui se tournent vers nous en disant est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-on peut accompagner et quel système on peut mettre en place. Donc il y a plusieurs questions qu'on doit répondre derrière. Évidemment, aujourd'hui, dans le Mâconnais, on écarte pour l'instant l'aspersion, et je pense que ça va rester, quoi qu'il arrive, parce que comme tu l'as dit, ça demande un investissement, ça demande des quantités d'eau qui sont importantes, et aujourd'hui, avec la pression croissante qu'on a sur les milieux aquatiques, c'est compliqué d'aller sur ce système-là. Donc on est en train d'étudier des systèmes qui sont plus adaptés, d'une part à notre topographie qui est assez particulière, à la valorisation qu'on peut tirer du vin derrière. Et effectivement, les systèmes qui sont en train d'émerger, on en a deux types. On a tout ce qui est brassage d'air, les tours antigel, les éoliennes, donc avec les photos qu'on peut avoir là, et l'éolienne couplée avec de la chaleur, là on maximise l'effet. Et puis il y a éventuellement des systèmes où on vise à reconstituer un brouillard, donc ce qu'on appelle des thermonébulisateurs, qui visent à mettre au sol un brouillard humide et éviter ces pertes radiatives en fin de nuit, où on se rend compte que se concentrent les dégâts à ce moment-là. C'est portatif, hein, c'est ça, les thermonébulisateurs? Oui, alors voilà, effectivement. Donc, c'est des systèmes qui doivent être portatifs dans la mesure où on crée un brouillard, on va le mettre au sol, et tant que le brouillard est présent, il protège. Mais à partir du moment où il y a un tout petit peu de vent et que le brouillard s'en va, on considère qu'il n'y a plus de protection et donc il faut revenir. Voilà, donc il y a ces systèmes-là, et puis alors ça c'est plus dans la manière dont on conçoit ça dans le Mâconnais, c'est des systèmes, mais les éoliennes, effectivement il y a des éoliennes fixes qui sont, d'ailleurs il y en a une qui est présente dehors à l'extérieur. Moi, je l'ai vu à l'essai, c'est assez impressionnant. Ça fait vraiment, ça aspire d'un côté et ça souffle de l'autre. C'est vraiment édifiant. Après, à côté, il y a quand même une empreinte au sol, une emprise au sol qui est importante. C'est, je crois, 6 mètres carrés ou 9 mètres. Ouais, 6 mètres carrés. Donc, il faut faire des installations. Nous, on imagine plus dans un dispositif de lutte collective des éoliennes plus mobiles qu'on peut bouger, ajuster, notamment comme on a une topographie assez compliquée, de se dire bon bah là. On la met en place, on la teste, on évalue avec des de la photo aérienne ou la photo infrarouge. Et comme ça, on peut regarder si elle est bien placée. Si ce n'est pas le cas, on la déplace, on la met ailleurs. On a tous en tête le traumatisme 2021. Qu'est-ce qui, en classement, qu'est-ce qui aurait pu marcher pour protéger les vignes en 2021? Est-ce que c'était possible déjà? 2021, c'est un gel qu'on qualifie d'advectif. Donc c'est un froid polaire qui est arrivé sous le problème. Il y a un affaiblissement d'un anticyclone début avril. Et donc on a eu une coulée d'air froid qui est venue des pôles à moins 25 degrés en altitude. Et là, face à des systèmes comme le gel advectif, les systèmes sont mis à rude épreuve. Les éoliennes, les tours antigel, on voit que les zones de protection, elles divisent quasiment par deux, si ce n'est plus. Ce qui marche, c'est l'aspersion. Ça reste quand même un système physique qui est imparable là-dessus. À condition d'avoir des réserves d'eau importantes, on a gelé 4 jours en 2021. Il faut avoir des réserves d'eau qui sont importantes. De mémoire, c'est 50 mètres cubes par heure et par hectare. C'est peut-être... Ouais, voilà. Donc on est sur des quantités d'eau qui sont assez importantes sur une durée très importante. Donc il y a ça, et puis il y a tout ce qui est vraiment combustion, mais à des densités de bougies qui étaient inaccessibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va mettre 250 bougies hectares en classique. Là, il fallait monter à 800 bougies par hectare. 400 bougies. Ouais.
Je me permets juste d'intervenir. Classiquement, effectivement, on est, quand on ne fait pas de la densification, à 400 bougies par hectare, sauf que la bougie qui valait 7 ou 8 euros, maintenant elle en vaut 12. Donc je vous laisse calculer, une bougie c'est 8 heures. Donc ça devient exorbitant. Oui. Et l'autre qui a très très bien marché aussi, c'est le câble chauffant. Voilà, les câbles chauffants qui fait partie. Donc là, on est vraiment sur la proximité avec le fil bourgeon qui sont au top, avec des coûts et des investissements qu'on connaît. Pour le câble chauffant, toutes les technologies, toutes les styles de taille fonctionnent aussi, ou est-ce que alors je vous renvoie, alors je fais pas la pub pour eux, mais il me semble que j'ai vu plusieurs technologies de câble chauffant dans le salon, donc je vous laisse voir avec eux. Effectivement, il faut savoir que nous, dans le Mâconnais, on a l'Arcure qui nous empêche d'avoir certains types de câbles qui sont basés par contact. Il y en a d'autres, par contre, qui sont basés sur l'Arcure, qui peuvent permettre de faire l'Arcure. Donc ça va dépendre en fait du système. Donc soit on adapte notre système d'Arcure au système en place, ou l'inverse. Donc voilà, je vous laisse voir avec les commerciaux, ils seront là pour vous accueillir. Vas-y, Jean-Philippe. Oui, je voulais juste rajouter un élément, c'est les témoignages que j'ai récupérés là, de CUMA du centre Val-de-Loire, où il y a des protections partout par éolienne, etc. Et en effet, dans les zones qui sont protégées, avec un nombre de tours éoliennes suffisant, donc qui vraiment avec une densité suffisante, l'impact, d'après les témoignages des viticulteurs concernés, l'impact en 2021, il était au minimum de 60 à 70%, quoi, je vais dire. Donc il y a un vrai impact par les tours antigel dès l'instant, alors mobile ou fixe, peu importe, quoi, mais dès l'instant où en effet elles sont suffisamment proches les unes des autres. Effectivement, on sait que dans le cas du gel, il y a deux paramètres qui sont aggravants, il y a la température en elle-même et l'humidité. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a les viticulteurs qui ont des tours anti-gel vont d'abord assécher la vigne en amont du gel ou au début du gel, et vont finir dans la nuit à utiliser des systèmes de combustion pour maximiser l'effet chaleur. Monsieur Poitou, vous me disiez aussi que l'avantage de faire entre guillemets, baisser les risques de gel et de garder quelques dizaines d'hectolitres en plus, ça permet aussi sur une succession d'aléas de garder aussi la clientèle. Il faut aussi mesurer ça en termes de marché, de débouchés. Oui, le risque, il n'est pas seulement le coût de gel de l'année qui va faire du mal à la trésorerie, qui va nous obliger parfois même à emprunter un peu de trésorerie pour continuer de payer les salaires, etc. Mais c'est surtout que l'année suivante, vous avez perdu vos clients qui, eux, ont continué de travailler et ils sont peut-être allés chercher du vin en Nouvelle-Zélande ou je ne sais où, et puis fait de nouveaux marchés. Donc après, il faut les reconquérir. C'est le deuxième effet qui se coule. Et en termes de câbles chauffants, vous êtes plutôt sur équiper des vieilles parcelles ou profiter de replanter toute une nouvelle parcelle? Alors, donc sur les 13 hectares, on est quelques-uns. Personnellement, j'avais une parcelle de 50 arts sur cette zone-là qui, franchement, a été catastrophique, qui me donnait 20-30 hecto-hectares. Je n'ai pas souhaité installer des câbles chauffants dedans. J'ai participé à tout l'investissement global. Mes câbles chauffants sont réservés. J'ai arraché la parcelle, je laisse reposer un peu le sol, je mets des plantes nématicides, etc. Et dès que la parcelle sera prête, j'équiperai tout de suite avec les câbles puisque les arrivées sont en attente. Merci. Monsieur Perrault, au niveau de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, alors Chablis n'est pas dans Rhône-Alpes-Auvergne, mais au niveau de votre caisse, c'est quoi la tendance au niveau des aléas, des sinistres, toute agriculture et viticulture confondues? Alors, dans un premier temps, je ferai une petite observation donc, sur ce qui a été dit, tout ce qui est protection. En fait, nous, assureurs, on est très intéressés par ça, parce que forcément, ça diminue le risque. Et en fait, déjà, on s'intéresse aux nouvelles technologies, par exemple les câbles chauffants. On a d'autres technologies dont il n'a pas été parlé, sont des filets verticaux qu'on met de chaque côté du rang de vigne. Il y a différentes choses. Et en fait, on est très intéressé par ça parce qu'on sait très bien que ça ne supprime pas le risque, mais ça le diminue. Et en fonction de la validation des outils de protection, nous, on fait des réductions. C'est-à-dire, par exemple, les éoliennes, on intervient dans divers vignobles. Sur les éoliennes, on a des réductions de cotisation pour la surface protégée. Donc, je dirais ça, c'est absolument gagnant-gagnant. Alors, il y a un effet... Je sais pas si on... Je ne sais pas. Alors, il y a l'effet donc, au niveau de la cotisation du client. Quelque part, il amortit un petit peu ses investissements. Ça, c'est un premier point. Et il y a un second point qui est plus technique assurance, c'est que les contrats multirisques climatiques, ils sont régis par en fait une disposition
de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire on assure un rendement historique. Et si vous avez beaucoup de sinistres, votre rendement historique va s'effondrer et vous aurez un niveau d'assurance très bas. Donc si vous avez un pépin, ben, vous n'êtes pas payé en fait. Donc ça permet aussi les protections de ne perdre que sur les gros sinistres et d'éviter les petits sinistres qui vont vous ronger votre rendement historique. Donc il y a pas mal d'incidences. On reviendra sur la réforme de la PAC, Tout l'assurance à fait, climat. ouais. Mais en termes de tendance, est-ce que du coup on a une zone où entre guillemets c'est des gros aléas ou c'est plein de petits au fur et à mesure comme Alors ces ce 5 qu'on dernières voit, années, sécheresse, c'est canicule, à la gel. fois une augmentation de la fréquence, c'est-à-dire qu'on a plus d'aléas qu'on en avait, et une aggravation des aléas. Alors l'exemple que tout le monde connaît, hein, c'est 2021 avec le gel. Nous, en termes de coûts, alors je parle de Groupama, mais les autres assureurs, c'est pareil. En termes de coûts, on n'avait jamais vu des coûts comme on a eu sur le gel de 2021. Pour vous donner un exemple, on a des régions, une partie même le Mâconnais, où on avait un rapport sinistre-cotisation de 800%. C'est-à-dire 1 euro de cotisation, on a payé 8 euros. Voilà. Ça donne un exemple. On n'était pas habitué à des énormités comme ça. On avait du 1 pour 2, 1 pour 3 parfois, mais là, 1 pour 8. Parce que du coup, il n'y avait pas que la viticulture, il y avait l'arboriculture, il y avait... Bien sûr, l'arboriculture, on a des assurés, notamment dans l'Isère, qui avaient des très grandes surfaces d'abricots. Sur 37 hectares d'abricots, on n'a pas trouvé un abricot. Et au niveau, par Parce que exemple... là, en fait, ce monsieur avait des outils de protection, mais la température est descendue à -7, et là, il n'y a plus rien qui résiste, si je puis Et dire. par rapport aussi à une année comme l'année dernière, en 2022, la sécheresse avec le maïs ou les choses comme ça aussi, Alors, ça joue? Oui, la Par sécheresse rapport aux sur le maïs, évidemment, les maïs non irrigués posent énormément de problèmes. D'ailleurs, les surfaces diminuent, hein, les gens comprennent que c'est la roulette russe, hein, de faire du maïs non irrigué. Ça, c'est une chose. Mais on a le problème même sur la vigne, alors que la vigne est une plante plutôt qui résiste plutôt à la sécheresse. Mais les problèmes qu'on a, c'est qu'on peut avoir un aléa grêle, mettons au mois de juin, juillet. Il n'y a pas de mal. On a notre expert qui va passer, mettons, le 15 août, et on a des phénomènes de sécheresse. Donc, il est passé le 15 août expertisé de la grêle. Mais après ça, on a des phénomènes de sécheresse, de grillures, de coups de soleil qui continuent de faire baisser les rendements. Donc, redéclaration des clients. Vous me direz, c'est le problème de l'assureur, mais c'est effectivement difficile à gérer et c'est aussi compliqué pour les viticulteurs. On revient sur la réforme de l'assurance climat après avec la réforme de la PAC. Je me tourne vers Émilie. Émilie qui est spécialiste des bilans carbone. Alors je crois qu'aujourd'hui en plus il y a l'ADEME qui a sorti un nouveau référentiel, donc on est en plein dans l'actualité. Est-ce que éolienne, câble chauffant, est-ce que tout ça, c'est aspersion, c'est pris dans un bilan carbone au niveau de la vigne et du vin? Alors, en théorie... Ah, il marche pas. Allô ? Si, c'est bon. Si, faut que je parle en face. Oui, en théorie, un bilan carbone, ça prend en compte tous les flux d'énergie, de matière qui sont liés à un système viticole, quand on fait le bilan carbone viticole. Donc, pour justement vérifier qu'on s'adapte au changement climatique sans l'aggraver, il faut prendre en compte théoriquement ce poste-là. Mais là, il y a un premier paradoxe. On se protège et on fait du carbone. Eh bien, il faut essayer de jouer sur tous les tableaux justement de s'évaluer pour vérifier que peut-être on consomme un peu plus, on a un peu plus de bilan carbone sur la partie lutte anti-gel, mais d'un autre côté, on essaye de faire des efforts sur du stockage de carbone ou sur de la réduction de carburant. Mais pour répondre à votre question, pour l'instant, on n'a pas acquis encore assez de références sur les empreintes carbone par hectare ou par type d'installation pour la lutte anti-gel, mais on travaille activement pour pouvoir répondre à l'enjeu à temps, quoi. Du coup, au niveau, vous travaillez sur le bilan carbone en côté vitier. Est-ce que c'est normé? Est-ce qu'il y a des références que tout le monde fait la même chose? Quel est le logiciel que vous utilisez? Alors, il y a d'abord une norme internationale, plusieurs normes, mais globalement, c'est la norme ISO 14064 ou 67 pour l'empreinte carbone. Ça donne des grands principes généraux qui sont globalement la transparence sur les calculs
quelles références on utilise, quelles hypothèses on a fait, quel périmètre on a pris en compte. Donc on est assez libre, selon l'étude, de prendre en compte le périmètre que l'on souhaite, entre guillemets, mais il faut qu'il ait un sens, qu'il soit justifié, ce périmètre. On ne peut pas sortir du périmètre ce qu'on veut. Ensuite, en termes de référence vraiment sur quelle empreinte carbone de chaque intrant, là, la norme ne va pas flécher de référence en particulier, et c'est le rôle des instituts techniques, de l'ADEME, d'appuyer cet apport de référence. Justement, à l'IEV, on travaille sur la diffusion d'une méthodologie, des références de calcul harmonisées pour la filière vin, pour que tout le monde fasse les calculs avec les mêmes valeurs. Et ceci, entre autres, nous en tout cas, on propose ces références compilées dans un outil de calcul pour y Et avoir alors, accès. qu'est-ce que ça donne pour le moment? Quels sont les grands postes émetteurs de carbone pour la filière? Alors, pour la filière en général, c'est assez connu, mais ce sera plutôt la partie distribution, conditionnement, même surtout conditionnement qui va peser. Après, si on fait un focus sur la partie viticole qui peut varier entre 10 et 20% de l'empreinte carbone d'une filière, là, on va avoir des postes qui sont les postes les plus émetteurs sont plutôt la fertilisation, du fait de la fabrication des fertilisants, mais aussi des émissions de protoxyde d'azote, qui est un gaz très réchauffant. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire limiter l'impact de la fertilisation? Se poser la question de est-ce que je surfertilise pas? Là, du coup, on peut essayer de jouer là-dessus, essayer de changer de forme d'azote, d'aller plutôt sur de l'azote organique qui va avoir potentiellement un impact plus faible au niveau de la fabrication, ce qui est encore à vérifier au cas par cas. Et puis réduire un tout petit peu les émissions de protoxyde d'azote, plus stocker du carbone. Mais après, on ne peut pas non plus descendre énormément, puisqu'il y a le rendement qui est en jeu derrière. Après, le deuxième poste d'émission, ça va être tout ce qui est entretien du sol, rang et interrang. Donc sur l'interrang, on peut pas mal jouer. On a des leviers, notamment l'enherbement, qui va stocker du carbone, même si ça émet un peu plus de gaz à effet de serre au niveau du nombre de passages, de la consommation de carburant, mais par rapport à du chimique. Voilà. Et puis après, le poste traitement phytosanitaire au niveau du nombre de passages, principalement. Et là, par rapport au traitement phyto, est-ce on sait à peu près là où on peut réduire? Forcément, on a des idées. Alors, les produits phytosanitaires ont aussi, eux, un impact au niveau de leur fabrication, mais ça reste une plus faible partie de l'empreinte carbone phyto par rapport au nombre de passages à la conso de carburant. Donc, un peu comme la fertilisation, voir si on peut optimiser, réduire le nombre de passages, raisonner, quoi. À chaque passage, se poser la question, de la même manière qu'on se pose la question pour l'usage de produits phyto, se dire est-ce que vraiment c'est nécessaire de faire ce passage. Mais voilà, c'est une prise de risque importante. Et après, le plus gros levier sur ce poste-là, ça reste les variétés résistantes, puisque là, on réduit drastiquement la conso de carburant et de substances actives, mais c'est tout un changement et ça remet en cause les appellations, etc. Et est-ce qu'un bilan carbone, c'est obligatoire ou combien ça coûte? Qui peut réaliser un bilan carbone? Alors non, c'est pas obligatoire pour les professionnels. Est-ce que ça va pas le devenir? Alors pour l'instant, c'est les entreprises de plus de 500 salariés, donc ça ne concerne pas la filière vin. Ça va le devenir, je ne peux pas me projeter. On n'a pas en tout cas de signaux pour l'instant vers ça. C'est plus par contre une démarche pour anticiper, pas forcément sur l'obligation de faire un bilan carbone, mais sur l'obligation d'afficher son bilan carbone et du coup de faire valoir peut-être ces améliorations. Il y a l'affichage environnemental qui est dans les tuyaux. Pour l'instant, il n'y a rien d'obligatoire, mais ça par contre, ça pourrait le devenir. Après, il y aura des niveaux génériques avec une valeur 20 moyenne. Mais si on fait des efforts, ça peut être intéressant de s'évaluer pour le faire valoir.
Mais on peut dès à présent engager une démarche d'évaluation pour se positionner, réfléchir à quelles actions on pourrait faire. Ça coûte et dans une combien, à démarche peu près d'amélioration continue. Et au niveau du coût, on n'a pas des gros retours sur les tarifs pratiqués, mais ce sera de l'ordre de plusieurs milliers d'euros pour une étude complète, parce que c'est plusieurs jours d'ingénieurs quand même pour collecter les données. C'est la clé. C'est vraiment, si vous arrivez à tracer les données, à faire des mesures assez précises sur les consos de carburant, etc., le travail sera d'autant plus facilité et riche si vous arrivez à tracer ces données pour que le travail derrière de l'ingénieur ou du conseiller soit optimisé, quoi. Il risque pas d'y avoir des fois des paradoxes. Il va falloir faire peut-être de la pédagogie avec justement des vignerons en bio, en HVE, en conventionnel qui font plus de passages avec des produits de contact et qui travaillent plus le sol. Est-ce que ça derrière vous avez identifié des contradictions qui peuvent être dans la tête, arriver pour l'image des vins dans la tête des consommateurs? Des contradictions, enfin oui, il y a une évolution générale des pratiques ou des incitations, etc. Mais après, voilà, les références évoluent aussi. Qui malheureusement en 2021, année pluvieuse, doit passer plus souvent qu'un conventionnel à cause des produits de contact. Est-ce qu'il a des leviers, lui, à utiliser un plus petit tracteur Oui. Voilà, c'est ça, c'est que on peut pas, nous, on n'a pas pour l'instant de référence robuste pour chaque type de label, en tout cas. Après, il faut même raisonner plus selon les différentes pratiques, parce qu'un conventionnel peut peut-être avoir certaines pratiques qui sont très proches des bio sur certains postes. Donc c'est pour ça aussi qu'on se méfie des références par label. Et ensuite, peut-être qu'en moyenne, mécaniquement, effectivement, un bio sur les aspects des herbages mécaniques ou produits de contact va mécaniquement faire plus de passages, mais il peut aussi avoir d'autres leviers ailleurs sur la consommation de carburant, raisonner effectivement le couplet des outils, puissance du tracteur, type d'outil, technologie de l'outil, avoir des stratégies plutôt de ce type-là, quoi. Je me tourne vers Juliette, plus pour la partie maintenant collectif. Je veux bien qu'on lui donne son micro là. Pour la partie collectif, au niveau du BIVB, donc vous avez d'où vient le plan Objectif Climat 2035 ? Alors, le plan Objectif Climat, il a été lancé il y a maintenant 1 an, en partenariat avec Adelph. En fait, il y a un bilan carbone qui a été fait sur la filière, sur l'année 2019. Et on s'est dit que c'était le bon moment de lancer quelque chose. Et on s'est mis avec Adelph pour lancer ce plan Objectif Climat, donc, qui a maintenant 1 an. Et donc aujourd'hui, on est sur la co-construction du plan d'action. L'objectif, c'est que tout le monde puisse donner son avis et puis qu'en fait, on emmène tout le monde dans cette trajectoire parce que la filière va devoir évoluer avec ce changement climatique, avec les nouveaux consommateurs. Voilà, donc il faut s'adapter et on sait qu'on a des leviers qui peuvent être collectifs pour réduire l'impact carbone de la filière, tout évidemment en gardant l'objectif de production. Alors, à combien vous estimez l'empreinte globale de la filière et comment la diminuer pour arriver à la neutralité en 2035 ? Alors, donc nous, on est passé par un organisme qui s'appelle Carbone 4 pour faire ce bilan carbone, qui nous a été comptabilisé environ à 373 000 tonnes de CO2 émis. Et la deuxième question, pardon. Comment vous comptez justement arriver à la neutralité ? Est-ce que déjà on peut tout baisser ou est-ce qu'il va falloir réduire, atténuer ? Alors évidemment, si on veut continuer à faire du vin, on ne peut pas être à zéro. Mais c'est vrai que voilà, l'objectif, c'est de réduire, mais de garder la production, comme je disais tout à l'heure. Des calculs ont été faits. Il serait possible, sur le bilan carbone fait, de descendre de 60%
les émissions de gaz à effet de serre par énormément de leviers, énormément d'actions possibles. Mais évidemment, il y a ce qu'on appelle le seuil incompressible, qui serait les 40 derniers pourcents où on ne pourra pas réduire. Et l'idée, ce serait de partir dans de la compensation. Alors, pour réduire déjà les 60%, c'est quoi les principaux postes, principaux leviers que vous pouvez actionner collectivement ? Alors, principaux postes, donc comme Émilie l'a dit, c'est en partie l'emballage. Donc nous, sur le bilan carbone, on appelle ça les matériaux entrants, avec les entrants à la vigne, les entrants pour le vin et la partie emballage. La partie emballage, à proprement parler, fait 30% du bilan carbone, avec la bouteille qui représente 27%. Donc voilà, la bouteille, en fait, c'est un des premiers leviers qui va permettre de réduire énormément les émissions. Ensuite, on a ce qui est déplacement. Alors, on a fait le choix à l'interprofession d'intégrer le no-tourisme. Vous auriez pu ne pas les prendre ? Alors là, c'est vraiment un choix. D'accord. C'est comme ça qu'on a souhaité calculer le bilan carbone. Donc oui, c'est possible de ne pas l'intégrer. Toutes les filières font leur propre choix. Voilà, tout le monde fait son choix. Et donc, nous, le no-tourisme représente 20% aujourd'hui du bilan carbone. Évidemment, ça a été fait avant le Covid, donc aujourd'hui, c'est un peu différent. Et ça reste des très, très grosses incertitudes parce que certains touristes viennent spécialement pour la Bourgogne, pour le vin, et d'autres vont profiter d'être en France pour faire beaucoup d'autres choses. Et alors, par rapport à la bouteille, est-ce que vous savez à combien on peut descendre en termes de grammes par bouteille pour un vigneron, sans risque de Alors, casse ? on a suivi la bibliographie, on a suivi les différents articles, et on a vu qu'il était possible de descendre jusqu'à 380 grammes. Évidemment, je ne saurais pas dire le taux... Oui, pour du vin tranquille. Je ne saurais pas dire le taux de casse. Mais on sait aujourd'hui qu'on peut réduire et qu'on n'aurait pas de risque à descendre à 500 grammes, par exemple, voire jusqu'à 400 grammes pour la bouteille. Et vous aviez invité à une assemblée générale la directrice des vins de Bordeaux qui disait aussi qu'il faut faire pression sur les verriers. Est-ce que ça, collectivement ou individuellement, est-ce qu'il y a des leviers pour choisir des verriers peut-être plus décarbonés que d'autres ? Alors oui, alors évidemment faire pression sur la filière verre, c'est difficile, mais on a des leviers sur finalement chaque professionnel peut créer son propre cahier des charges et demander ou choisir des verriers qui intègrent plus d'énergie décarbonée. Donc possiblement comme l'électrique. Il y a de l'idée de partir dans des fours avec un peu de la technologie de l'hydrogène ou choisir des verriers qui utilisent plus de calcin. Donc le calcin, je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est le verre en fait qui est réutilisé. Ça nécessite moins d'énergie pour le faire fondre qu'en fait de partir du sable brut. Et au niveau aussi de la région, vous avez une réflexion pour les consignes, c'est ça ? Comment ça va se mettre en place ? Oui, alors évidemment, il y a plusieurs leviers pour la bouteille. Donc, comme on disait, l'allègement, la réduction du poids et la consigne. Aujourd'hui, il y a des obligations suite à la loi AGEC qui serait d'arriver à 10% de consignes nationalement. Mais du coup, pourquoi pas s'engouffrer et travailler avec les possibilités qu'on a aujourd'hui. Donc sur Bourgogne-Franche-Comté, c'est J'aime ma bouteille qui travaille au développement de la consigne. Et question, mais alors si on descend le poids de la bouteille, j'entends pour des raisons de bilan carbone, d'image, est-ce que c'est pas paradoxal par rapport à l'image des vins de Bourgogne qui sont des vins premium, des vins de garde ? Alors, je vais le dire tout de suite, mais on n'a pas prouvé qu'une bouteille plus légère empêchait de la garder, empêchait de garder plus longtemps le vin. Et aujourd'hui, la question de vin premium, cette image de la bouteille lourde est
encore très présente. Mais on sait aussi qu'en fait, il va falloir changer les consommateurs cibles parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est plutôt les personnes d'un certain âge qui consomment. Et si on veut faire venir la nouvelle génération, Je suis âgé, mince. non, mais voilà, on sait que les jeunes aujourd'hui consomment beaucoup moins, sont beaucoup plus sur la bière, les alcools forts, et le vin, c'est plus difficile. Et réduire notre empreinte carbone, montrer, même par l'image de la bouteille, qu'on a fait des efforts, et peut-être que ça les amènera à plus consommer nos vins. Vous avez lancé une étude justement sur la jeune génération des millennials. C'était gentil, vous aviez allé jusqu'à 45 ans, donc j'étais jeune. J'ai encore le droit de consommer du vin. Mais donc du coup, ça peut être un argument marketing pour permettre la transmission et puis permettre que les jeunes générations se mettent à boire du vin. Oui, on pense que ça peut être un bon choix. Après, évidemment, si on se tourne vers la consigne ou l'allègement de la bouteille, ça va pas se faire comme ça. Et derrière, en fait, va falloir avoir toute une question de communication. Et ça, c'est quelque chose à l'interprofession où on commence vraiment à réfléchir en se disant que nous, on veut accompagner tout le monde. Et la communication, ça va être primordial. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir impliquer les nouveaux consommateurs. Et sur le no-tourisme, est-ce que du coup vous avez des pistes? Parce que j'imagine que vous n'allez pas interdire les Ferrari, Mercedes de rentrer dans Beaune. Comment vous comptez faire? Alors le no-tourisme, c'est très compliqué parce que individuellement, il n'y a pas beaucoup de leviers d'action qui peuvent être mis en place. L'idée, ce serait de partir plus sur du collectif, avec les collectivités, la région, le département ou même la commune, pour faciliter les transports en commun, pour développer les pistes cyclables. Principalement. Après, au sein de l'exploitation, il est possible de facilement communiquer sur les possibilités d'accès au domaine, sur le site internet par exemple, ou de mettre en avant les installations qui peuvent être mises comme les parcs de vélo ou les bornes rechargeables électriques, des choses comme ça. Je me retourne vers Émilie par rapport à la consommation, là, mais cette fois-ci plutôt côté chais, donc c'est 7% je crois. Est-ce qu'il y a des économies qui sont possibles, des économies d'énergie? Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à ça. Sans doute. Peut-être. Alors, ça dépend aussi des vignobles, si on va mettre en place la climatisation ou pas. Mais effectivement, c'est quand même pas un poste important au niveau bilan carbone. Mais toute réduction de consommation est bonne à prendre parce que y a des postes sur lesquels on peut pas jouer. On a dit la fertilisation, on pourra peut-être réduire un peu, mais pas énormément. C'est plutôt l'énergie électrique, donc c'est quand même en France assez décarboné. Oui, voilà, c'est aussi dû au fait que l'énergie est décarbonée. Donc ça dépend aussi. Si on est dans un système où on va utiliser plus d'énergie fossile que de l'énergie électrique, là on peut essayer de réduire. Mais après au niveau de technologie, je ne suis pas la bonne personne. Thomas, est-ce qu'il y a des possibilités de réduire au niveau du chai? Peut-être pas que l'énergie électrique d'ailleurs. Oui, alors quand on veut réduire, la première chose à faire, c'est de savoir ce qu'on consomme. Ça paraît évident, mais aujourd'hui, on se rend compte, les vitis, quand ils veulent regarder ce qu'ils consomment, le seul levier qu'ils ont, c'est la facture à la fin de l'année au mieux. Après, maintenant, avec les compteurs Linky, on arrive à voir les consommations mensuelles, mais ça intervient dans des périodes où ils n'ont pas forcément le temps d'aller consulter leurs factures. Donc aujourd'hui, premier élément, c'est qu'on ne sait pas, en tout cas les viticulteurs ne savent pas ce qu'ils consomment. Et nous, dans le cas du Vinipôle, on a fait un audit sur une exploitation particulière, un cas, donc c'est un cas qui représente que lui, mais qui permet d'avoir une idée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, donc c'est mon prédécesseur qui a mis des capteurs sur l'ensemble du chai. Ça a été mesuré pendant toute la campagne de vinification, et il y a plusieurs postes qui sont sortis. Et le premier élément, alors il y a l'aspect matériel et l'aspect process de vinification. Sur le process, sur le matériel, évidemment, le premier poste, c'était la thermorégulation. Mais derrière sont venus deux systèmes qui étaient très consommateurs, qui étaient l'éclairage et la ventilation.
La ventilation, c'est un tout petit truc qui tournait, mais en permanence et qui n'était pas forcément un petit appareil à jour. Et je fais le parallèle, je le fais souvent avec chez vous. Je suis persuadé que le premier poste de consommation chez vous n'est pas le four, mais c'est la box internet qui tourne en permanence. Donc c'est des éléments sur lesquels il convient d'avoir de la donnée avant de se dire où est-ce que je peux réduire. Donc il y a l'aspect matériel, et d'un côté il y a aussi l'aspect process de vinification. Et là c'est plus compliqué parce que c'est isolé, c'est mettre ensemble plusieurs matériels pour associer à un process. Et sur l'exploitation, donc qui est une exploitation mâconnaise, on a sorti que la fermentation malolactique était la plus consommatrice d'énergie. Pourquoi ? Parce que moi je pensais prime abord que c'était plutôt la thermorégulation au moment de la fermentation alcoolique où il faut apporter du froid en plein été, en tout cas en plein automne on va dire. C'est ça. Mais il fait chaud, c'est chaud, ouais. Mais en fait finalement c'est le même cas que la box internet et le four, c'est que ce qui consomme le plus, c'est de maintenir le chai à des températures suffisamment élevées en hiver pour permettre à la fermentation malolactique de se mettre en place. Donc tout ça pour dire que un élément à faire, et aujourd'hui la technologie le permet, et puis les capteurs le permettent, c'est de quantifier cette énergie pour essayer de la réduire derrière. Et au niveau des capteurs, justement, est-ce qu'il y a une large gamme ? Est-ce que c'est facile de s'équiper ? Je me souviens que l'année dernière, vous aviez fait une démonstration aussi d'imprimante 3D pour créer vos propres capteurs, mais là, c'était plutôt à la vigne, hein, c'est ça ? Oui, alors effectivement, là, on vit une époque où on le voit, hein, il y a des capteurs il y en a partout en ce moment, et c'est une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un cas d'une entreprise classique, une grosse entreprise, elle va suivre ses actions, elle va les stocker, elle va les valoriser. Or, un viticulteur, et je le comprends, il n'a pas forcément le temps. Et il y a des quantités de données qui sont perdues, qui pourraient être valorisées, ne serait-ce que, tu en as parlé, Émilie, sur le bilan carbone. C'est des choses comme le trajet que j'ai fait à la vigne, qu'est-ce que j'ai fait, le temps que j'y ai passé, la puissance moteur que j'ai mis. Il y a eu une étude de la CUMA qui a été faite, qui était très intéressante et que je cite souvent, qui permet de modéliser ça. Et ces capteurs qui sont aujourd'hui très intéressants, à des prix tout à fait abordables, permettent d'avoir de la donnée en masse. Le plus compliqué finalement derrière, c'est de synthétiser cette donnée. La donnée n'est pas compliquée à acquérir, mais c'est d'en tirer quelque chose. Et c'est tout le rôle notamment de l'IFV pour le bilan carbone, de synthétiser ces données et d'en faire quelque chose. Jean-Philippe, du coup, par rapport au cumin ? Oui, non, je profite de ce que dit Thomas pour rebondir là-dessus, mais c'est vrai que dans les marges de manœuvre sur ce dont on est en train de parler, je veux dire, c'est clair que l'optimisation des itinéraires techniques d'une manière générale, de la mécanisation qui va avec, de la conso de carburant entre autres, mais aussi le partage du matériel éventuellement quand c'est possible, etc. C'est autant de leviers, quoi, je veux dire, pour avoir une stratégie carbone meilleure, quoi, voilà, plus basse. Et Thomas, par rapport, là on fait sur l'énergie plutôt au chai ou à la vigne, mais il y a d'autres ressources, je pense à l'eau. Est-ce que l'eau aussi, c'est quelque chose, c'est une ressource précieuse, on le voit. Oui, est-ce qu'il y a des économies possibles ? Oui, alors l'eau, c'est une ressource à prendre sur le même plan que l'énergie, à ceci près que... Enfin, l'eau est vraiment, on est sur des périodes de tension. Et qu'est-ce qu'on a fait nous au Vinipôle ? On a accompagné une exploitation, deux exploitations, une dans le Mâconnais et une en Côte-Chalonnaise, où on a fait pareil. On a essayé de quantifier les consommations d'eau au moment de la vinification de manière très simple. Alors, j'avais pas de capteur assez bon marché pour avoir du pilotage à distance. Qu'aujourd'hui, ils arrivent avec le flux d'eau dans une conduite, ça crée un courant magnétique et ils arrivent à quantifier la quantité d'eau qui passe et à l'envoyer par télérelevé. Là, on était plutôt sur des compteurs divisionnaires que vous avez tous chez vous, avec le petit compteur qui tourne. Et donc on a pendant deux saisons de vinification, grâce au financement, il faut le dire, du conseil départemental, on a mis en place des capteurs, on a regardé des compteurs, on a regardé ce qu'ils consommaient. Et moi, le premier abord, j'ai posé la question à Viti en disant pour toi, c'est quoi le premier poste de consommation ? Il m'a dit, moi, c'est clair, c'est la machine à vendanger, la tête de vendange qui est compliquée à laver, il y a des débris partout, j'y passe un temps fou, c'est des débits des sections de tuyaux qui sont importantes et des débits très longs. Les gars, ils font ça en fin de journée, ils sont fatigués, et puis ils arrosent, ils nettoient ça. Donc on était parti sur le fait que c'était ça le premier poste de consommation d'eau. Et en regardant et en analysant les données, c'était que 15% des consommations sur la période totale. Et le premier poste de consommation, alors c'est rarement un poste seul, c'est toujours en association avec un autre, mais c'était l'entretien des sols. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le lavage des sols ? Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a le matériel. C'est vrai que la pousse à l'eau, qui est simplement un jet avec la pression du réseau, c'est bien, c'est pas très cher, mais ça consomme beaucoup d'eau. Donc, il y a déjà éventuellement s'équiper de systèmes
des Karcher ou des systèmes un peu plus. Au-delà, il y a même des systèmes qu'on utilise dans les hôpitaux qui sont des systèmes tractés qui permettent de laver automatiquement. Enfin, automatiquement, il faut être derrière, mais ça crée de l'eau oxygénée et ça nettoie de manière efficace. Après, il y a des éléments plus simples, c'est de dire là, c'était un chai et on va salir le chai sur toute la distance. C'est compliqué de passer sous les cuves. Et ne cesse de fractionner le chai par des systèmes assez bon, on peut le fabriquer, mais en tout cas, cloisonner les chais permet de diminuer la surface salie et donc la surface à laver. Ça paraît évident, mais là, quand on voit que c'était 78% des consommations d'eau, donc c'était dans le chai et c'était à peu près la moitié pour les consommations d'eau pour le sol, c'est quelque chose qui est facile à mettre et qui se valorise très bien derrière. Donc ça peut être intéressant de former aussi ces salariés permanents justement sur ça. C'est un des exemples là-dessus, c'est les hôpitaux aussi qui travaillent justement sur des lavages optimisés. Oui, tout à fait. La formation du personnel, elle est importante. Et c'était dans l'étude de l'IFV qu'ils avaient, je te cite beaucoup, hein, mais dans l'IFV, ils avaient fait un travail sur la consommation des eaux dans les chais. Et ils avaient montré qu'à partir du moment où on commence à dire aux gens, je mets un compteur, je regarde juste ce que tu consommes, mais vas-y, continue. On a déjà une baisse de 10 à 15% des consommations. Et après, il y a plusieurs leviers qui peuvent être actionnés. Le premier, effectivement, tu l'évoques, c'est la formation. Après, quand ça ne suffit pas, il y a l'aménagement du chai, le matériel, et d'autres leviers qui peuvent être mis en place, avec des résultats qui sont... on peut vite passer sur des économies substantielles. Juliette, par rapport à la suite du process, on va dire, l'exportation de vin, les voyages, entre guillemets, de représentation, est-ce que ça va encore durer longtemps entre guillemets? C'est une question qui peut se poser, hein, je le taquine, mais est-ce que du coup faut optimiser? On peut optimiser? Évidemment, il faut optimiser. Aujourd'hui, à peu près une bouteille sur deux est vendue à l'export, ça on le sait, mais ce qu'on voit peut-être un peu moins, c'est que, ou ce qu'on pense un peu moins, c'est qu'une bouteille allégée va permettre d'exporter plus en fait. C'est-à-dire que les cartons seront un peu plus petits, la palette sera un peu moins lourde, donc possiblement on pourra au final mettre un peu plus dès qu'on va exporter. Donc l'allègement de la bouteille va pouvoir avoir un impact sur l'empreinte carbone du fret. Vous demandiez également pour les représentations, évidemment il faut le montrer le vin si on veut le vendre à l'étranger, et il y a déjà des réflexions qui se font de ce côté-là. Il y a déjà des domaines qui ont décidé quand ils vont aller dans un pays, ils vont essayer d'avoir un maximum de rendez-vous ou essayer d'aller dans les pays alentours également en même temps plutôt que revenir en France à chaque fois. Et puis finalement, peut-être avoir une semaine d'écart entre chaque rendez-vous. Voilà, c'est des réflexions à avoir. Après, évidemment, il y a des choses, on pourra peut-être pas réduire. On le sait. Sur la logistique, on peut se regrouper Oui, sur la logistique également. Avoir des regroupements au niveau communal, par exemple, pour des enlèvements par les affréteurs. Ça également, ça évite le transport des camions à vide, ou du moins moitié vide. Après, on a également sur le fret tout ce qui est multimodal, peut-être plutôt favoriser quand c'est possible le train, plutôt que le routier. Et puis, évidemment, dans le cas du transport de produits, l'avion, si on peut éviter, c'est mieux. Et je sais que l'ADELF avait jeté un pavé dans la mare de l'INAO. Qu'est-ce qu'il en est d'exporter du vrac pour l'embouteiller sur le lieu de consommation? Est-ce que vous y réfléchissez au niveau de la filière, ou est-ce que c'est pour le moment pas d'actualité? Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que aujourd'hui, on est vraiment en co-construction du plan d'action. Rien n'a été validé. Donc, toutes les pistes sont encore ouvertes. Évidemment, ce que vous proposez, c'est quelque chose de beaucoup plus... qui pose beaucoup plus de questions. Parce que, déjà, c'est le cahier des charges. Et puis ensuite, s'il y a ce cahier des charges qui a été fait, c'est qu'il y avait aussi des risques derrière, de la contrefaçon, par exemple. Donc, c'est des grosses questions qui se posent. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est mis en avant parce que c'est pas forcément quelque chose que les professionnels veulent, mais c'est quelque chose qui est pas forcément à rayer.
Là, de toute façon, vous êtes dans la dernière phase. En gros, il y a un séminaire et puis après un vote pour ce plan Objectif Climat 2035. C'est ça. Du coup, le 25 avril, on a un séminaire qui va être de présentation, mais aussi de co-construction, où on invite tous les professionnels à s'inscrire pour participer. Donc, c'est entre 14h et 18h au Palais des Congrès de Beaune. Et là, on va plus préciser certaines actions et puis commencer à prioriser ces actions pour pouvoir ensuite les proposer et les faire voter par la filière. Et Émilie, par rapport au bilan carbone qu'on pourrait afficher demain sur un étiquetage, comme l'étiquetage nutritionnel, peut-être en papier ou peut-être en numérique, qu'est-ce qui est actuellement sur le marché? On a le Nutri-Score, mais est-ce qu'il y a l'équivalent au niveau bilan carbone? C'est en fait pour ça que le ministère de l'Environnement et le ministère de associé au ministère de l'Agriculture travaille sur l'élaboration d'une méthode officielle. C'est pour simplifier la compréhension du consommateur, puisqu'actuellement il y a différentes initiatives privées. Donc il y a l'EcoScore proposé par Eco2 Initiative, donc on le voit pas mal en ce moment dans les supermarchés. On a aussi le Planet Score qui est proposé par l'Institut technique de l'agriculture biologique, donc avec une méthode de calcul différente de l'EcoScore. Il y a aussi 2-3 autres propositions. Voilà, mais c'est aussi une manière de mettre un pied dans l'affichage environnemental et de commencer à afficher son impact. Mais voilà, pour l'instant... GS Évite, le logiciel, il est à disposition ou votre logiciel? Alors, oui, le logiciel de calcul que j'évoquais tout à l'heure, c'est un logiciel qui travaille uniquement sur la partie viticole de l'empreinte carbone. GES, c'est GES comme gaz à effet de serre. Exactement, oui. Donc, il est disponible depuis un an. Et voilà, pour l'instant, il n'a pas. C'est plutôt pour accompagner la démarche d'amélioration continue, anticiper la méthode label bas carbone vigne qui arrivera un jour, éventuellement pour mettre des crédits carbone sur le marché. Mais voilà, votre question, c'était est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est disponible, ouais. Donc, il est disponible plutôt pour des conseillers, des bureaux d'études, enfin toute la sphère du conseil. Éventuellement pour des techniciens de CAF coopérative, voilà. Mais toute personne qui serait formée et qui serait prête à se former et à l'utiliser de manière régulière pour accompagner un collectif de viticulteurs, quoi. Ça marche. Thomas, tu es prévenu donc. Il le connaît bien puisqu'il l'a déjà pratiqué, il est formé. Juliette, on finit la boucle par rapport à la compensation, justement. Comment on compense ce qui n'est pas compressible? Alors, du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la compensation, c'est 40%, donc ce qui est incompressible. Faut faire attention quand on parle de compensation. On ne veut pas faire du greenwashing. Donc ça suit et ça complète la démarche de réduction, mais on ne peut pas faire de la compensation tout seul. Et aujourd'hui, il y a plusieurs manières, donc à la parcelle, avec ce qui est les haies, les arbres, mais aussi l'enherbement interrang. Et on a également la réflexion sur les forêts, et possiblement sur les forêts de Bourgogne. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une réflexion de comment on pourrait compenser ces émissions. Merci Juliette. Je me retourne vers Claude, justement, qui a une vision aussi globale avec tous les pans naturels, forêt, viti, maïs, élevage, etc. Donc on a vu qu'il y avait quand même une grosse réforme de la PAC. Est-ce que ça va avoir des influences aussi sur tout ce qui est assurance climatique? Alors la réforme, oui, je sais pas, j'en dis un mot, mais c'est très vaste. Très rapide. Ouais. Donc la réforme, en fait, elle a pour objet de gérer les aléas climatiques en agriculture. L'objectif, c'est de protéger l'autonomie alimentaire de la France, parce qu'on s'est aperçu avec le Covid qu'on ne fabriquait plus de médicaments, avec l'Ukraine qu'on était dépendant de l'énergie. Donc on se dit qu'il faudrait peut-être quand même protéger notre agriculture.
Alors, il y a deux volets. Il y a un volet pour les non-assurés et un volet pour les assurés. Les non-assurés, en fait, pour les viticulteurs, les céréaliers étaient sortis des catastrophes naturelles. Donc, quoi qu'il leur arrivait, s'ils n'étaient pas assurés, ils n'avaient pas d'indemnité. Donc là, l'objectif est de leur donner une certaine protection, c'est-à-dire au-dessus d'un seuil de 50% de perte en viticulture, le non-assuré, il touchera 45% de la perte. C'est-à-dire, le seuil est à 50, s'il a 55, il touchera 45% de ces 5% de perte au-dessus de 50. Voilà. Donc, rien que ça, c'est une protection, a priori, qui n'en est pas une. C'est le premier point. Deuxième point, après, pour les assurés. Les assurés, en fait, l'objectif de la réforme, c'est de les encourager à s'assurer. Alors, il y a des choses très concrètes quand même qui ont été faites. C'est on monte le taux de subvention à 70%. Ça ne veut pas dire que si vous faites faire un devis chez votre assureur, que vous aurez 70% de subvention. C'est 70% de subvention sur la part subventionnée de la cotisation. Je vous prends un exemple. Le ministère de l'Agriculture donne des prix par appellation et ce prix de référence, il est subventionné à 100% jusqu'à 120%. C'est-à-dire le prix de référence est à 100, vous assurez 120, tout votre prix est subventionné. Si vous l'assurez de 100, les 80 ne sont pas subventionnés. Donc là, déjà, vous n'aurez pas 70% de subvention. Hein, voilà. Il y a ça. Il y a des garanties dans les contrats multirisques climatiques qui ne sont pas subventionnés. Par exemple, les frais supplémentaires. Il y a une garantie qui prend en charge des frais supplémentaires, par exemple de récolte. Et ça, ce n'est pas subventionné. Donc là encore, on n'arrive pas à 70%. Mais tout de même, c'est intéressant d'avoir cette augmentation donc, du taux de subvention. Et il y a un autre point très important, c'est que n'était subventionné, en fait, là, était subventionné une franchise à l'espèce 25%. On est descendu à 20%. Donc les deux cumulés, on passe de 65 à 70 et franchise 25 à 20, les deux cumulés font effectivement qu'il y a un plus, et notamment en vigne, de subvention. Donc ça, c'est important, et je pense que c'est les points essentiels. Le côté pratico-pratique et pécuniaire, c'est là les points essentiels. Ouais. Et est-ce que le frein de la moyenne olympique, parce qu'on voit quand même que chaque année c'est de plus en plus compliqué, ou en tout cas les aléas s'enchaînent plus rapidement qu'avant, est-ce que la moyenne olympique va être remodifiée ? Alors la moyenne olympique, ce qu'il faut savoir, c'est ni une construction des assureurs, ni une construction du ministère de l'Agriculture français, ni une construction de la PAC, c'est une construction de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, qui a mis au point un système de rendement historique pour tous les contrats en rapport avec les cultures qui sont subventionnés. Donc je crains fort que pour faire changer ça, c'est 180 pays, l'OMC, c'est pas pour tout de suite. Il vaut mieux s'équiper à la vigne et au chai pour. Il vaut mieux essayer de limiter les pertes en lien avec son assureur, effectivement, mais le rendement historique restera toujours un frein. Et c'est un peu le problème, c'est qu'on nous dit que les aléas vont être de plus en plus fréquents, de plus en plus importants, ce qui veut dire que les rendements historiques devraient régulièrement baisser. Alors, quelles sont vos pistes pour inciter à s'assurer ? Alors, les pistes pour s'assurer... déjà, le fait de communiquer sur la réforme, de parler de ces 70% de subventions, de parler de la baisse de la franchise subventionnée. Donc, il y a ces échanges-là qui sont faits. Alors, moi, j'ai fait énormément de communication, comme beaucoup d'autres assureurs, auprès de nos clients, auprès des organisations des OPA. Je suis là aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi des contraintes. Par exemple, les banquiers, pour les prêts, notamment les prêts des jeunes agriculteurs, demandent à ce qu'ils soient assurés en climatique. Donc il y a certaines contraintes qui font que il y a des initiatives propres aux assureurs. Par exemple, on a mis au point chez Groupama cette année l'avance de subvention. C'est-à-dire que avant que notre client ne nous paie, on lui fait un virement du montant de sa subvention
après, il nous paie la totalité de sa cotisation. Et quand il a reçu la subvention, c'est-à-dire 9 ou 10 mois après, il nous rembourse. Voilà, donc ça, effectivement, ça ne fait que décaisser que le net. Ça peut être intéressant. Donc voilà, même au niveau de l'assureur, on essaie d'encourager les gens à s'assurer. Alors pourquoi on le fait ? On le fait aussi, faut dire les choses, parce que l'assurance climatique est un produit d'appel, ce qu'on appelle un contrat harpon. C'est-à-dire, on dit aux gens, on veut bien perdre un peu de sous en vous assurant climatique, mais on aimerait bien que vous nous apportiez vos autres contrats. Et il faut dire les choses, c'est une réalité. Les gens le comprennent parce qu'ils sont dans les affaires. Un viticulteur, c'est un homme d'affaires. Et c'est des échanges, je dirais, très, très clairs, qui ne posent pas de difficultés. Très bien. Je vois que l'heure tourne. On va peut-être passer aux questions de la salle. Je vois que de toute façon, ça se rejoint. On est vraiment sur la résilience. On a compris que vous étiez une baleine harponnée avec l'assurance. Mais on espère que vous allez bien survivre. Est-ce que vous avez des questions sur tous ces aspects ? On a essayé de balayer filière, gestes individuels, assurance, collectif. Avez-vous des questions dans la salle ? Rien sur les tours, sur les câbles chauffants, vous êtes tous équipés ? Ah, si, une question. Merci, madame. Vous l'avez... Ça marche ? Ça va marcher. Vous l'avez évoqué, mais assez rapidement, les nouvelles variétés, nouveaux cépages, parce qu'on est dans le sujet de l'adaptation, donc... Alors, on n'a peut-être pas de spécialiste. Je sais qu'il y a une conférence cet après-midi sur les nouvelles variétés qui sera justement avec Christine et autres. Je vois Jean-Philippe donc, du BIVB, directeur du pôle technique du BIVB, qui travaille justement sur plein de projets. Bonjour, il y a plusieurs... je vais rebondir sur cette remarque. Il y a plusieurs projets en cours. D'abord, investiguer dans la diversité qu'on a au sein du Pinot et du Chardonnay. Pour sélectionner des individus plus tardifs. Alors, les critères, c'est simple, c'est le contraire de la précocité, garder la finesse aromatique de nos vins, et puis également le rendement, qui est une composante importante. La deuxième piste, c'est de se dire, il y a eu des cousins éloignés du Pinot et du Chardonnay, cultivés en Bourgogne il y a longtemps. Aujourd'hui, ils ont été récupérés au domaine de Vassal, et ils ont été plantés en Bourgogne sur une parcelle où on regarde leur comportement. Il y a 45 variétés qui peuvent présenter des caractères intéressants, parce que c'est peut-être les raisons pour lesquelles ils ont été abandonnés il y a 50, 100 ou 200 ans font peut-être qu'aujourd'hui on aurait de toutes les bonnes raisons de les étudier et de les réimplanter. Donc c'est la deuxième piste. Et la troisième piste, c'est se dire est-ce que on ne pourrait pas avoir des cépages d'autres régions viticoles européenne qui pourrait s'implanter parfaitement dans le contexte pédoclimatologique bourguignon. Et pour ça, il y a une parcelle qui va être plantée cette année avec une quarantaine de variétés, dont certaines sont assez exotiques. Le but, c'est de se dire, regardons, ne nous empêchons pas d'étudier toutes les pistes d'adaptation. On sait qu'il y a des régions viticoles, notamment Bordeaux, où ils testent des cépages, par exemple, portugais. C'est pas parce qu'on observe qu'on décide si on va changer ou pas, mais on va regarder ce que ça donne. Et puis après, il y a toutes les questions également de pratiques viticoles et d'assemblage qui font qu'on va peut-être pouvoir avoir en travaillant ça, avoir une meilleure maîtrise, notamment de la maîtrise de l'acidité, qui est une composante essentielle de nos vins en Bourgogne. D'ailleurs, vous avez pris à bras-le-corps le projet de tout ce qui était matériel végétal, notamment avec le projet Canopée. Peut-être en dire un mot sur justement ce que ça doit amener au bout de... Oui, il y a deux sujets. Il y a le fond, c'est qu'est-ce qu'on plantera en Bourgogne de façon durable dans 50 ans, dans 100 ans. Ça, c'est une première question. Comment est-ce qu'on donne des pistes aujourd'hui aux professionnels pour s'adapter ? La piste à court terme, c'est les porte-greffes. On en parlait tout à l'heure avec Louis Poitou. C'est une première variable d'ajustement qui peut jouer également sur le fait de décaler de quelques jours le cycle végétatif de la vigne. Ensuite, il y a la sécurisation de la production de matériel végétal, et puisqu'on a des problèmes de virose dans nos vignobles, de vignobles qui sont historiques et liés
au fait qu'on soit en monoculture depuis très longtemps. Et ces viroses amènent des déclassements des parcelles dans lesquelles sont prémultipliés et multipliés le matériel végétal qui est ensuite récupéré par les pépiniéristes qui le mettent à votre disposition après greffage. Et donc on a un projet qui a abouti cette année qui consiste à une unité de production sécurisée sous serre de prémultiplication. C'est un projet commun entre la Bourgogne, la Champagne et le Beaujolais et qui va permettre de sécuriser. Ce serait le premier au niveau national. Et c'est la première. Alors, il y a le projet Bourguignon, il y a un deuxième projet à Cognac et un troisième projet également dans le Bordelais. À terme, toutes les vignes de prémultiplication seront produites sous serre. Et par rapport à la CAVB CNAOC, est-ce qu'il y a un travail pour intégrer une part de cépages accessoires autres ? Alors, il y a des réflexions menées par l'ODG Bourgogne pour redéfinir la liste des cépages accessoires. Il n'y a pas encore d'exploitation de ce qu'on appelait le dispositif IFA qui permet à tout ODG demain de tester des cépages et de garder la valorisation de l'appellation. C'est une réflexion qui est en cours. Hein. On sait que par exemple les Champenois ont intégré un cépage résistant qui s'appelle Voltis dans leur cahier des charges. Et ce qu'on peut également dire, c'est que l'INAO vient de lancer un nouveau dispositif d'expérimentation qui permettra demain à tout à chacun de tester des systèmes de production hors cahier des charges, je pense notamment à la densité de plantation, et de pouvoir toujours revendiquer l'appellation. Donc ça va donner la possibilité à des ODG de s'engager sur des évolutions, regardez comment on peut assouplir les cahiers des charges sans perdre le bénéfice de l'appellation. Merci Jean-Philippe. Pour information, moi ce qui m'avait marqué, donc il y a Valérie Masson-Delmotte qui était intervenue à Vinosphère, que vous pouvez retrouver sur le site Vinosphère du BIVB, comme quoi elle disait que l'année 2022 serait une année normale en 2050-2060. Donc préparez-vous à avoir des 45-50 degrés régulièrement, on va dire. Et je crois que Thomas Canonnier avait donné des images assez frappantes. Je ne sais plus si 2100 c'est Beaune, c'est pas Avignon, quelque chose comme ça, mais je crois que tu peux citer quelques exemples. Oui, on utilise les données du GIEC, effectivement, et vous savez, il y a plusieurs scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a le scénario le plus pessimiste qui donne une augmentation de la température du globe à plus 5 à 7 degrés. Ah oui. C'est monté. Sachant que si on fait rien et continue comme aujourd'hui, à l'inverse, il y a les scénarios les plus vertueux, dont l'accord de Paris, qui vise une augmentation des températures autour de 2 degrés. Je ne veux pas plomber l'ambiance, mais effectivement, le scénario le plus optimiste donne le climat de Beaune serait à celui de Montélimar dans le scénario qu'on qualifie de RCP 4.5, qui est le modèle Accord de Paris. Et dans le cas le plus négatif, on serait entre Marseille et Tunis. Voilà. Bonne journée. Bienvenue à Tunis, ça nous fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? N'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de mauvaises questions. Je les ai plombés. Non. Un petit point sur le GIEC. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'on a plus 1,1 degré aujourd'hui. On prévoit plus 1,5 par rapport à la période pré-industrielle d'ici 2030. Un petit point quand même de lueur d'espoir, c'est que les émissions continuent à augmenter, ça on le sait. Par contre, la cinétique se ralentit, donc rien n'est perdu. Tout ce qu'on fait aujourd'hui est bon à gagner, est bon à prendre pour l'avenir. Donc ne perdons pas espoir, on y arrivera. On a essayé de montrer un petit peu les économies d'énergie, d'eau. On n'a pas parlé de tout ce qui pouvait être aussi biodiversité, mais aussi, ça, c'est important aussi pour la résilience, justement. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette table ronde. Merci à tous mes invités. Je pense que la vidéo, de toute façon, sera retransmise sur le site de Vinequip, donc édition 2023, et on va retourner voir les 300 exposants présents sur le salon à Mâcon. Bonne journée à toutes et à tous.